comme d'habitude, d'accord? Quand au bout d'un certain moment, donc je vais m'arrêter, on va discuter un petit peu, hein, si vous avez des questions, mais pour le moment, il faut juste écouter et désactiver vos micros, d'accord? Donc nous allons entamer aujourd'hui les deux derniers cours de ce module. Donc c'est des petits cours, hein. Nous allons parler donc des stratégies métacognitives en premier. Puis nous allons parler par la suite, selon le programme, donc de comment vous en sortir et comment optimiser les apprentissages lors de l'enseignement à distance, puisque apparemment vous avez encore de l'enseignement à distance à faire. Donc nous allons commencer tout de suite par les stratégies métacognitives et les objectifs de ce cours. C'est d'abord, on va définir la métacognition. Puis, comment vous allez procéder pour vous approprier les stratégies métacognitives. Vous allez voir, c'est très, très facile à s'approprier. C'est des choses que certains d'entre vous font déjà. Et puis, bien sûr, le dernier objectif, c'est démontrer l'importance des stratégies métacognitives lors des apprentissages. Alors, donc, ce cours vient donc pour clore toutes les stratégies que vous avez déjà vues, à savoir, donc vous avez vu les stratégies cognitives, les stratégies de gestion que nous avons vues la dernière fois, les stratégies affectives et bien sûr les dernières, la quatrième catégorie, que sont les stratégies métacognitives. Alors, c'est quoi la métacognition? Si on prend la définition sur méta, ça veut dire au-dessus. La cognition, vous l'avez compris, la cognition, ben, c'est le savoir, hein, d'accord? C'est tout ce qu'on a vu pendant, hein, c'est comment acquérir le savoir et le savoir en lui-même. Et la métacognition, c'est comment un étudiant tel que vous va réfléchir sur sa manière d'apprendre. Hein, en fait, si on prend le dictionnaire Larousse, vous allez trouver métacognition, c'est penser sur ses propres pensées, mais en fait, sur le plan pédagogique, la métacognition, c'est comment avoir conscience et connaissance et au contrôle que vous avez sur vous-même et sur vos stratégies cognitives. C'est ça la définition, d'accord? Donc, c'est la connaissance de comment vous étudiez, hein, on va rentrer dans le détail, et le contrôle que vous avez sur toutes vos stratégies, d'accord, cognitives, bien sûr, sur vous-même, sur votre manière d'apprendre. Donc, c'est ça la définition. Autrement dit, elle consiste à quoi? Ben, elle consiste tout simplement, pour vous en tant qu'étudiant, à vous auto-observer, réfléchir sur votre façon d'agir, d'apprendre. Comment vous apprenez? Est-ce que vous apprenez de manière efficace? Est-ce que vous apprenez au mieux le matin, l'après-midi, le soir? De quelle manière vous apprenez le mieux? Est-ce que c'est en écrivant, en répétant plusieurs fois? Donc, chacun a sa technique. Donc, la métacognition, bien sûr, c'est très individuel et chacun sait exactement la manière avec laquelle il est efficace dans ses apprentissages. Hein. D'ailleurs, si vous en êtes là aujourd'hui en première année d'université, c'est que vous avez eu votre bac, c'est que vous avez passé beaucoup d'examens auparavant, hein, même au collège, au lycée, et que vous avez quand même conscience, sinon vous allez prendre conscience justement de comment vous travaillez, hein, quelle est la meilleure façon avec laquelle, quand vous travaillez, vous réussissez bien. Ça, tout le monde le sait, c'est les connaissances. Alors, une fois que vous connaissez votre manière, il y a trois autres étapes. Hein. C'est comment planifier vos apprentissages. Nous avons déjà vu ça dans la gestion du temps. Nous avons vu ça dans pratiquement tous les séminaires qui ont précédé. D'accord? Comment faire pour planifier vos apprentissages? Comment évaluer votre efficacité d'apprentissage? Est-ce que vous apprenez, vous attendez le jour de l'examen pour réaliser qu'il y a des choses que vous n'avez pas compris ou que vous avez appris mal, que vous êtes pris trop tard? Ben, normalement, non. Normalement, il faut vous évaluer avant l'examen. Hein, donc, faire des auto-évaluations, des exercices,
faire des évaluations soit tout seul, hein, c'est-à-dire quand vous avez fini d'apprendre un module, ben, vous allez prendre votre cahier, vous allez vous poser des questions, vous allez essayer d'y répondre, ou bien vous allez vous débrouiller les questions qui a eu l'année dernière ou l'année d'avant, et vous essayez de répondre pour être sûr que vous avez bien appris. Le meilleur aussi, c'est de travailler en groupe, hein, de vous réunir de temps en temps. Le travail collaboratif est très important. Hein, vous réunir pour vérifier est-ce que vous avez bien appris un module ou quelques leçons de module et vous poser des questions les uns les autres de manière à voir si vous avez bien appris, ben c'est parfait. Ben sinon, vous allez quand même corriger, et ça c'est la quatrième phase de la métacognition. Vous allez réguler vos apprentissages, mais bien avant l'examen, de manière à ce que quand vous arrivez à l'examen, eh ben, vous êtes prêt. Hein. Tout simplement, c'est que vous avez déjà utilisé toutes les stratégies qu'il faut, vous avez révisé, vous avez fait vos auto-évaluations, vos contrôles vous-même. Donc, vous allez arriver très sagement et sereinement, sans stress, pour le jour de l'examen. D'accord? Donc, c'est ça la métacognition. Donc, elle comporte, comme vous l'avez vu ici, elle comporte 4 composantes. Hein, d'accord? Les stratégies de prise de conscience de votre activité mentale, comment vous apprenez, quelle est la meilleure façon euh, dans laquelle vous êtes efficace, et ça, c'est vraiment différent d'un étudiant à l'autre. Est-ce que vous avez de bonnes stratégies de planification? Si c'est oui, c'est parfait. Sinon, il faudra les réguler ou les mettre en œuvre. Hein, vous savez que vous n'êtes que au début de l'année universitaire. Hein, c'est le premier semestre. Donc, vous pouvez déjà apprendre à comment planifier vos études, comme on vous l'a dit, hein, comment planifier votre temps, qu'est-ce que vous allez faire par jour, par semaine, quel module vous allez réviser telle semaine ou tel jour, selon bien sûr les examens, selon la difficulté du module. D'accord? Donc, c'est ça les stratégies de planification. Les contrôles, ben, c'est faire des exercices et des évaluations pour être sûr d'avoir bien appris et bien compris. Et bien sûr, les stratégies de régulation. Hein, nous allons voir comment vous allez pouvoir réguler vos apprentissages. D'accord? Donc, 4 composantes ou 4 stratégies hein, qu'on retrouve dans les stratégies métacognitives. Alors, nous allons commencer par la première. J'espère que vous prenez des notes. Prenez des notes ou si vous n'avez pas compris quelque chose, notez vos questions parce qu'à la fin du cours, je vais m'arrêter. On va répondre aux questions. On va donc expliquer s'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris avant de passer au cours suivant. D'accord? Alors, c'est quoi les stratégies de prise de conscience de votre activité mentale? La première, c'est identifier vos lacunes. Est-ce que vous avez des lacunes? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous devriez connaître et qui sont importantes pour, pour bien comprendre vos cours? Hein? Parce que tous vous arrivez de lycées différents, tout le monde n'a pas les mêmes bases. Donc, certains étudiants, ils ont eu une formation complète, d'autres, ils ont quelques lacunes, quelques prérequis qui n'ont pas été faits lors du lycée, qui trouvent un petit peu de difficulté à suivre les cours. Par exemple, je prendrai le cours de biochimie, le cours de biophysique, enfin tous les cours que vous passez où vous devez normalement avoir des prérequis. Donc, il faut vous assurer déjà, est-ce que identifier vos lacunes et bien sûr essayer de les combler avant le cours. D'accord? Identifier aussi les conditions d'utilisation de la démarche. Quel est votre style d'apprentissage? Hein? Comment vous apprenez? Et ça, c'est selon chaque étudiant. Chacun a sa manière d'apprendre. Est-ce que vous êtes visuel? Hein? Hein? Ben, donc, il y a des étudiants qui vont dire, je suis plutôt visuel et j'apprends mieux le matin. Donc, visuel, donc il a besoin d'avoir soit une prise de notes, soit comme on a vu, hein, des cartes conceptuelles ou cartes mentales, des dessins, des schémas, les couleurs sur vos prises de notes encadrées ou bien surlignées avec du fluo de manière à ressortir les mots-clés. Donc ça, c'est pour les visuels. Hein. Il y a certains qui apprennent beaucoup mieux le matin, d'autres qui n'arrivent pas à apprendre le matin, qui apprennent plutôt le soir. Donc, normalement, vous devriez exactement savoir, hein, vous devriez prendre une feuille à papier et savoir exactement quelles sont justement
euh, quelles sont les activités que vous faites et à quel moment vous les faites bien. D'accord? Est-ce que vous êtes visuel? Est-ce que vous êtes auditif? Vous êtes obligé de répéter vos cours à voix haute? Est-ce que vous travaillez mieux le soir? Est-ce que vous travaillez mieux le matin? Est-ce que vous travaillez mieux le week-end? Donc, tout dépend. D'accord? Et puis, comment vous raisonnez sur la tâche? C'est-à-dire, est-ce que vous commencez par apprendre, après vous faites des évaluations? Est-ce que vous apprenez et vous faites des contrôles par écrit, par l'oral, en répétant à voix haute? Euh, la tâche, par exemple, si on prend l'exemple des maths, parce que tout le monde a passé les examens les examens de baccalauréat en maths, ben, vous êtes sûr, vous savez très bien comment vous raisonnez devant un problème. Est-ce que quand un prof vous donne un exercice, est-ce que vous essayez de faire l'exercice d'abord et c'est quand vous bloquez que vous allez voir votre théorie, les théorèmes et tout ça, ou bien vous révisez d'abord vos cours avant d'attaquer l'exercice. Donc chaque étudiant travaille différemment. D'accord? Moi, par exemple, ben, je commence par faire l'exercice et si je ne m'en sors pas, je vais aller voir mes cours pour voir si j'ai oublié un théorème, s'il y a quelque chose que je n'avais pas compris. Donc, chacun a sa manière de travailler. D'accord? Et puis, sur les stratégies, comment vous apprenez? Est-ce que vous devez répéter les choses plusieurs fois? Il y en a qui répètent les mots, d'autres qui chantent, d'autres qui font des cartes conceptuelles. Hein. Donc, et ça, il n'y a que vous qui puissiez savoir quelles sont justement vos stratégies de prise de conscience de votre activité mentale. D'accord? Donc, repérez vos lacunes et identifiez vous-même dans quelles conditions vous êtes vraiment efficace dans vos apprentissages. Est-ce que c'est le matin, l'après-midi, en écrivant, en répétant très haut, en visualisant, en écoutant, tout dépend parce que les modes d'apprentissage sont différents d'une personne à l'autre. D'accord? Ça, c'est concernant donc la première stratégie. Alors, la deuxième stratégie, c'est bien sûr les stratégies de planification. Et ça, je crois que, je sais pas, c'est Madame Thimo qui a fait les stratégies de gestion, mais j'ai dû en parler moi aussi. Donc, avant toute activité d'apprentissage, vous recevez normalement le vendredi, vous recevez la planification de vos cours de la semaine. Donc, selon les cours que vous avez, selon les heures de libre que vous avez, vous allez pouvoir justement planifier votre semaine de révision. Qu'est-ce que vous allez réviser le lundi? Qu'est-ce que vous allez réviser le mardi, mercredi, ainsi de suite? Est-ce qu'il y a des modules qui reviennent plusieurs fois? Donc, par exemple, s'il y a un module qui revient 2 fois par semaine, ben, vous serez obligé de le réviser 2 fois par semaine. S'il y a un module que vous n'avez qu'une seule fois par semaine, vous allez lui consacrer à la révision 1 fois par semaine, soit avant le cours, soit après le cours. D'accord? Donc, il faut planifier avant l'activité d'apprentissage. Donc, identifier quel est le travail que vous allez faire par jour et bien sûr par semaine. Hein. Qu'est-ce que vous devez apprendre? Hein, qu'est-ce que vous devez faire? Faire un calendrier d'études en fonction bien sûr des objectifs à atteindre, comme je vous l'ai dit. Hein. Qu'est-ce que je vais travailler comme module le lundi, et le mardi, et le mercredi, le jeudi, le week-end, est-ce que je vais me reposer? J'ai pas beaucoup de travail, ben, je vais me reposer tout le dimanche. Je travaille un petit peu samedi. Il y a ceux qui veulent se reposer samedi et qui vont travailler un peu dimanche. En tout cas, c'est travailler régulièrement hein, en fonction des activités de la semaine. Si vous avez un programme chargé, vous serez obligé de travailler le soir et le week-end. Quand vous avez des heures de libre en semaine, eh bien, il faut les utiliser justement pour faire vos révisions ou faire vos fiches de synthèse, vos mind mapping, enfin, tout ce qu'il faut donc pour apprendre régulièrement. Hein. Si vous attendez, si vous attendez la fin du semestre pour apprendre tous les modules, vous n'allez pas vous en sortir. D'accord? Donc, les apprentissages se font régulièrement. Votre métier pendant les 7 années à venir, c'est d'apprendre. Donc, autant commencer dès maintenant hein, et apprendre tous les jours, hein, réserver 1 heure ou 2 heures hein, de révision par jour, hein, de manière à ne pas être dépassé et à travailler régulièrement et ne pas être pris par le temps à l'approche des examens. D'accord? Donc, faites un calendrier, une planification, un calendrier d'études
Bien sûr, estimer le temps nécessaire, tout dépend des étudiants. Il y a des étudiants qui apprennent très, très vite. Il suffit, quand il a fait sa fiche de synthèse, il suffit qu'il révise pendant un quart d'heure ou une demi-heure son cours, comme celui qu'il a écrit pour le faire. Il y a d'autres étudiants qui ont besoin de plus de temps. Ils ont besoin, par exemple, d'1 heure pour apprendre un cours, alors que quelqu'un d'autre aura besoin de seulement 20 minutes ou un quart d'heure pour le faire. Il y a des personnes, ils ont besoin de réviser, de répéter un cours 2 fois, 3 fois très rapidement pour le retenir. Il y a d'autres étudiants qui ont besoin de le répéter beaucoup plus de fois. D'accord? Ils vont le répéter 2 ou 3 fois, ils vont les réécrire pour être sûr de l'avoir appris. Donc, tout dépend. Ce n'est pas que les uns sont meilleurs que les autres, mais l'essentiel, c'est que vous sachiez vous-même combien de temps il vous faut pour apprendre les cours. Et bien sûr, selon les modules. Il y a des modules que vous allez trouver faciles pour vous, donc vous allez réviser très, très vite, et d'autres qui vont vous demander un peu plus de temps. Tout dépend, bien sûr, de chaque étudiant. On ne peut pas généraliser pour ça. Et puis, préparez vos ressources. Qu'est-ce que ça s'appelle quand vous avez fait donc, les stratégies de gestion, il y avait les stratégies de gestion des ressources matérielles. Donc, préparez vos ressources. Si vous voyez que le polycopier n'est pas suffisant ou que le cours n'est pas suffisant, aidez-vous. Aidez-vous à aller sur Internet. Quand vous n'avez pas compris un concept, allez-y faites de la recherche, recherchez-le, soit au niveau avec vos camarades, soit sur Internet, soit regardez une capsule. La plupart des enseignants vous donnent des capsules à voir, des ouvrages pour compléter vos études. Et bon, dans ce cas-là, il faut avoir toutes les ressources nécessaires. Par exemple, l'anatomie, le cours d'anatomie n'est pas suffisant. On vous a sûrement conseillé sur quel ouvrage travailler pour travailler les schémas, pour apprendre et comment les faire vous-même. Si sur le schéma, j'ai rien compris, il faut aller quand même sur Internet. Je ne sais pas, vous faites l'arbre branchique, vous allez sur Internet, vous mettez images ou vidéos arbre branchique et vous allez le voir. Et c'est aussi une manière d'apprendre, d'accord? Donc, variez les activités d'apprentissage jusqu'à ce que vous soyez sûr que vous avez bien compris. Parce qu'une fois que vous avez compris un phénomène ou un processus, il va être beaucoup plus facile pour vous de l'apprendre. D'accord? Donc, c'est ça les stratégies de planification. Faire votre planning, estimer le temps, combien vous faut de temps, personnellement, combien il vous faut de temps de révision par jour pour ne pas être dépassé, et puis sur quel document travailler. Donc, donc, imprimez vos polycopiés et les ouvrages qu'il faut proches de chez vous. D'accord? OK, donc c'est ça les stratégies de planification. Alors, après les stratégies de planification, le deuxième, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous avez appris, c'est ce qu'on appelle les stratégies de contrôle. Il faut vous contrôler. Il faut faire des contrôles. Il faut vous évaluer. Donc, évaluer, bien sûr, vos connaissances antérieures. Bien sûr, si vous avez des lacunes, il faut les combler. Parce que si vous avez des lacunes, vous allez avoir du mal à suivre un cours. Évaluer votre efficacité de travail. Et ça, généralement, à la fin, quand vous avez bien avancé sur un module, soit que c'est à la fin, soit au milieu d'un module ou au bout de 2 à 3 semaines sur un module, avant de continuer à apprendre, vérifiez d'abord si vous avez bien appris les leçons d'avant. Ça vous permet de voir est-ce que c'est la bonne manière ou bien vous allez changer de stratégie. Et ça, vous pouvez le faire qu'en faisant des contrôles vous-même. Il ne faut pas attendre que là, vous n'êtes plus au lycée. Ce n'est pas le prof qui va vous dire, il n'y a pas de contrôle continu, il n'y a pas de contrôle du tout jusqu'à l'examen, jusqu'à la fin du semestre. Donc, si vous ne faites pas vos contrôles vous-même, vous risquez d'être surpris que le jour de l'examen, vous vous rendez compte que je n'ai pas bien appris. Mais ça, c'est trop tard, le jour de l'examen. Donc, autant faire les contrôles tout au long de vos apprentissages. Dès que vous avancez un petit peu dans un module, fermez votre cahier et essayez de répondre aux questions. Essayez, si vous n'avez pas de questions, essayez de répondre aux objectifs. D'accord? Si vous avez les QCM ou les questions de l'année d'avant, prenez-les au niveau de
du service de cours et des examens, essayez d'y répondre. D'accord? Travaillez dans le groupe aussi. Donc, évaluez l'efficacité de votre travail, vous auto-évaluez donc régulièrement pour voir est-ce que vous avez atteint les objectifs. Et ça vous permet, quand vous révisez et que vous voyez que vous avez bien appris, ben, ça vous permet de vérifier votre progression, de faire votre bilan personnel et puis d'être satisfait quand vous voyez que vous avez appris pendant, je ne sais pas, une dizaine de jours et que vous avez fait le contrôle vous-même et que vous avez réalisé que vous avez bien répondu, ben, ça va vous pousser, ça va vous motiver justement à à continuer à travailler de la même manière. Si vous voyez que vous n'avez pas bien répondu, que vos apprentissages ne sont pas terribles, eh bien, vous avez le temps de les réapprendre, de changer peut-être de stratégie, de manière à ce que vous soyez fin prêt pour le jour de l'examen. D'accord? Donc là, c'est la troisième. Vous voyez qu'il y a, donc, sur les 4 stratégies métacognitives, la première, donc, je répète, c'était la prise de conscience de son état mental, son activité mentale. La deuxième, ben, c'est la planification. Donc, avant les apprentissages, on planifie, on fait un planning, on prépare ses ressources. Et pendant l'activité d'apprentissage, eh ben, on évalue son efficacité, c'est-à-dire on va se faire des auto-évaluations, des contrôles, des exercices pour s'assurer qu'on a bien appris, donc faire carrément son bilan personnel. Et une fois qu'on a fait tout ça, eh ben, va arriver donc à la fin les stratégies de régulation. Soit vos apprentissages, c'est bon, c'est très bien, donc vous allez continuer sur vos mêmes stratégies, c'est que vous avez fait une bonne planification, c'est que vous avez révisé régulièrement, c'est que lors de vos contrôles, vous êtes satisfait de vous-même et de vos réponses, c'est parfait. Ben, sinon, eh ben, vous allez voir pourquoi vous n'avez pas bien appris. Hein? Est-ce qu'il y a une stratégie qui a été mal gérée? Hein? Qu'est-ce que vous avez mal fait? Est-ce que vous n'avez pas pris assez de temps? Est-ce que vous travaillez de la mauvaise manière, une matière? Hein? Par exemple, l'anatomie, il ne suffit pas d'apprendre le texte par cœur. L'anatomie, il faut apprendre et le texte et il faudrait pouvoir justement repérer les structures anatomiques sur un schéma parce que vous allez sûrement avoir des schémas. Et puis, les schémas, ça permet d'aider de comprendre ben, les structures anatomiques, leurs relations, les rapports, de quoi ils sont constitués, etc. D'accord? Donc, revoir vos stratégies, corriger votre gestion du temps. Si vous avez remarqué que vous gérez mal votre temps, ben évidemment, hein, si pendant toute une semaine, vous n'avez pas fait de révision, ben vous allez avoir une semaine de retard, hein, tout simplement. D'accord? Donc, planifiez votre temps. Il ne faut pas faire que travailler, mais il ne faut pas non plus ne pas travailler du tout pendant une semaine hein, et attendre ben, à l'approche des examens, hein, ça sera trop tard. Donc, corrigez votre gestion du temps, corrigez votre gestion des ressources si vous vous rendez compte que les documents que vous avez sont insuffisants pour se préparer aux examens. Donc, essayez de compléter vos notes si vous travaillez sur vos prises de notes, hein, de compléter le polycopier si vous trouvez que bon, le polycopier n'est pas suffisant, donc de rajouter les exemples qu'a donné le professeur, de travailler en groupe si vous n'avez pas compris un thème de manière à ce que justement vous puissiez le comprendre et l'apprendre de manière significative. D'accord? Donc, est-ce que vous avez géré bien vos ressources? Et bien sûr, si vous n'avez pas compris, ben, il faut soit relire pour mieux comprendre, soit utiliser, donc gérer les ressources humaines, c'est-à-dire travailler avec un autre étudiant, un groupe d'étudiants, ou bien, si vous n'avez vraiment pas compris, de demander au professeur, surtout soit que ce soit pour les cours en présentiel ou à distance, je pense qu'on vous laisse le temps quand même de poser les questions hein, de manière à ce que vous compreniez exactement ce que vous apprenez. D'accord? Sinon, ben, il y a le travail de groupe, le travail entre étudiants qui est assez motivant et assez significatif justement hein, pour mieux comprendre un concept parce que d'autres étudiants peut-être pourront mieux vous l'expliquer, ils auront plus de temps. Donc, réviser en groupe, c'est une très, très bonne chose. D'accord? Et bien sûr, à chaque fois qu'il y a une nouvelle information, ben, vérifier si elle est cohérente avec les autres et si elle s'adapte bien avec les autres. D'accord? Alors voilà ça. Donc ça, c'est les 4 stratégies qui constituent
les stratégies métacognitives. Alors, quand vous avez fait tout ça, ben, ça vous permet d'estimer vos résultats d'examen. Généralement, quand vous avez de bonnes stratégies métacognitives, eh ben, vous savez très, très bien hein, si vous avez tout fait, c'est-à-dire vous connaissez votre potentiel, vous avez planifié, vous avez fait vos évaluations, vous avez régulé vos apprentissages. Généralement, on estime ses chances de réussite. Hein, il n'y a pas de raison, d'accord? Si par contre, vous vous rendez compte que vous ne faites pas tout ça, que vous ne planifiez pas, que vous ne gérez pas bien votre temps, que vous travaillez sur des documents qui sont incomplets, eh ben, déjà, ça va vous permettre de dire, ben bon, ce n'est pas la bonne manière de travailler, il faut que je corrige ça hein, de manière à améliorer mes résultats. Hein, parce que vos résultats, en fait, à la fin, c'est quoi? C'est réussir votre module et réussir vos apprentissages. Alors, je vais arrêter le diaporama s'il y a des questions. Je vais arrêter le diaporama. Et est-ce que vous avez des questions concernant cette première partie? Madame, Oui, Madame, pour l'étape 2 de stratégie de planification, vous avez dit que la durée d'apprentissage est différente d'une personne à une autre. oui. Madame, est-ce qu'on peut contrôler cette durée et la diminuer? Ben, on ne peut pas la contrôler. Normalement, on ne peut pas la contrôler parce qu'il y a des personnes qui apprennent très vite. D'accord? Il y a des personnes qui apprennent très, très vite, mais parce qu'ils se concentrent, donc ils ont besoin de très peu de temps. Mais il y a des personnes qui, vous avez déjà passé les examens, vous avez déjà passé le bac, donc vous savez très bien quel temps il vous faut pour apprendre. Bon, en médecine, il vous faut un peu plus de temps parce que vous avez plus de modules, etc. Et normalement, euh, il faut travailler, quand je dis le temps, de quoi ça dépend le temps, il ne faut pas travailler beaucoup, ça je vous l'ai dit la dernière fois. Ça ne sert à rien de travailler 4 heures d'affilée, d'accord? Vous savez que la mémoire à court terme, elle sature très rapidement. Mais quand vous voyez que c'est un module difficile, il faudrait peut-être le retravailler plusieurs fois. D'accord? C'est tout. Oui, Donc, madame. et alterner. Commencez, quand vous faites les révisions, commencez par ce qui vous semble difficile, par les modules qui vous semblent difficiles. C'est là où votre cerveau est vraiment très clair, votre mémoire, donc vous n'êtes pas très fatigué. Et laissez vos révisions de ce qui est facile plutôt vers la fin. D'accord? Mais il y a des gens qui apprennent très vite, d'autres qui ont besoin de plus de temps. Et ça, bon, ça dépend des personnes, de leur manière de travailler. Il y a des gens qui se concentrent très bien, qui arrivent, il suffit qu'ils... Mais généralement, c'est des gens très bien, ceux qui font très vite, c'est des gens déjà qui ne travaillent jamais sur le polycopier. C'est des gens qui font le travail préalable, ils font leur fiche de synthèse, donc ils réduisent ce qu'il y a à apprendre, ce qui fait qu'ils font très, très vite pour leur révision. D'accord? Donc, le Oui, meilleur, madame. c'est de prendre des notes ou faire des cartes mentales, réduire le contenu à apprendre de manière à ce que les révisions deviennent très simples. Il est plus simple de réviser sur une feuille et demie sur sa propre synthèse d'un cours plutôt que de travailler sur un polycopier où il faut réciter 5 pages sans faire toutes les stratégies cognitives, c'est-à-dire sans sélection, sans personnalisation des mots, ni rien du tout. D'accord? C'est pour ça qu'il faut utiliser les bonnes stratégies. Est-ce Oui, que vous madame. avez d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le groupe? Est-ce que vous avez tout compris avant que je passe au reste? Alors, à votre avis, je vais poser une question il me reste un petit quart d'heure pour ce cours. Alors, à votre avis, à quoi servent ces stratégies métacognitives en fait? Est-ce que quelqu'un peut me répondre? Quelle est l'importance de ces stratégies métacognitives? Personne C'est ne veut pour, répondre? Oui, oui, madame, peut-être. je Oui, peux Amina. répondre. Elles peuvent nous aider pour améliorer le processus de notre étude. Bien sûr, bien sûr. En fait, bien sûr, vous avez parfaitement raison, parce que comme nous allons le voir, et là, je vais passer tout de suite à la, je vais passer tout de suite au reste du cours. Voilà. Pourquoi la métacognition? Je reviens à la page d'avant, peut-être. Voilà.
En fait, pourquoi la métacognition? Ben, la métacognition, c'est elle qui permet justement de faire la différence entre les étudiants efficaces et ceux qui ne le sont pas. D'accord? Parce que quelqu'un qui a de bonnes stratégies métacognitives, ce qu'il fait, il se connaît déjà très bien, il utilise des bonnes stratégies et quand elles ne sont pas bonnes, quand il fait le contrôle lui-même et les exercices, il voit qu'il n'a pas bien appris, donc il va les réguler, il va les corriger avant d'arriver à l'examen. Donc, ce qui fait que généralement, les étudiants qui sont réflexifs ou qui utilisent les stratégies métacognitives, ils n'ont aucun souci quand ils arrivent à l'examen parce qu'ils ont déjà fait le contrôle, ils ont fait tout le travail au préalable a été fait. D'accord? C'est elle qui fait la différence entre les apprenants efficaces et ceux qui ont des difficultés. Ben, en fait, quand on est réflexif, d'ailleurs, la métacognition, elle est bien à faire, pas seulement dans les études, mais dans, dans notre vie de tous les jours. D'accord? Pour n'importe quoi. Hein. On prend un exemple très, très simple. Bon, vous êtes jeune maintenant, vous venez d'être bachelier, mais imaginons, bon, dans un an ou deux, simplement, vous voulez acheter une voiture, par exemple. Acheter une voiture. Je vais acheter une voiture. Ben, acheter une voiture, la première des choses, c'est vos capacités. Hein. Est-ce que je sais la conduire ou non? Non, ben, je ne sais pas. Donc, il faut déjà que je passe le permis. La deuxième, donc, je vais acheter une voiture. Donc, quels sont, je dois planifier. Quand est-ce que je dois l'acheter? Est-ce que qui c'est qui va me donner l'argent? Est-ce que c'est mes parents? Est-ce que, etc. Est-ce que j'ai besoin d'une petite ou d'une grande voiture? Qu'est-ce que, etc. D'accord? Donc ça c'est la première des choses. D'accord? OK. Après, avant l'achat, donc bien sûr, ben, c'est le contrôle. Hein? Je vais la contrôler. Hein? Si ce n'est pas une voiture neuve, ben, je vais vérifier que tout marche. D'accord? Et voilà, et je régule, et ainsi de suite. Donc, la métacognition, en fait, elle est nécessaire dans toute tâche d'apprentissage, mais dans notre vie de tous les jours, hein, de tous les jours. Elle permet, bon, dans le cas de l'apprentissage, elle permet, si quelqu'un, vous avez bien vu, si quelqu'un, il connaît toutes ses capacités pour apprendre, il fait ses contrôles lui-même, il planifie déjà hein, la deuxième phase. Pendant l'apprentissage, à chaque fois qu'il apprend, il contrôle est-ce qu'il a bien appris ou non. S'il n'a pas bien appris, donc la quatrième étape, il va réguler, il va corriger ses stratégies. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait de bien, il va le supprimer. Ce qu'il a fait de bien, il va le garder. Eh ben, c'est donc, l'étudiant finit par faire tout lui-même, donc il va continuer à apprendre de lui-même. D'accord? Il n'a pas besoin il n'a besoin de personne puisqu'il se contrôle lui-même, il devient responsable de ses études. Et c'est pour ça que la métacognition est très importante. D'accord? Alors, regardez sur ce diaporama. Alors, sans métacognition, ben, on fait quoi? On fait un apprentissage machinal. Hein? Et quand on fait un apprentissage, ça, je crois que vous avez déjà eu ça avec Madame Chimouel, vous avez fait un tableau comparatif entre l'apprentissage machinal hein, et l'apprentissage significatif. Apprentissage machinal, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va apprendre sans se contrôler, ben, on va accomplir une tâche. En fait, on n'a pas quelqu'un qui fait un apprentissage machinal, il est capable même d'apprendre sans comprendre, hein, avec le risque d'oublier. Par contre, quand vous êtes métacognitif, ben, vous faites réellement un apprentissage en profondeur parce que vous vous rendez compte que vous ne pouvez apprendre que si vous avez compris. Donc, on comprend de ce qu'on apprend. On a conscience de ses motivations, de ses ressources, comment on apprend, des exigences de la tâche, on se contrôle. Et dans ce cas-là, on accomplit réellement un apprentissage, hein, contrairement à... d'accord? Et donc, ça revient à ça. Donc, la métacognition, elle vous permet d'accomplir l'apprentissage en profondeur, hein, ou un apprentissage, on dit, en profondeur ou significatif, parce que vous comprenez le sens, parce que vous prenez conscience. Vous savez que dans les stratégies métacognitives, la première des choses, c'est prendre connaissance hein, de ces capacités cognitives, comment on apprend, de leur motivation, de vos ressources et de ce qu'il vous faut pour justement améliorer vos apprentissages. Alors, pour clore les 4 stratégies d'apprentissage, hein, vous avez bien vu, hein,
Je les rappelle, pour ceux qui n'ont pas révisé, qu'il y a 4 catégories de stratégies. Il y a les stratégies cognitives, donc comment apprendre les connaissances déclaratives, conditionnelles et procédurales. Il y a les stratégies de gestion, comment gérer le temps, les ressources, l'environnement, les ressources humaines, les ressources matérielles. Il y a les stratégies affectives, que sont la motivation, la concentration et la gestion du stress. Et il y a ces dernières-là, hein, c'est les stratégies métacognitives. D'accord? Alors, quand vous avez, quelle est la meilleure méthode de travail? Hein, quelle est la meilleure? La première des choses, c'est identifier le travail à faire. Donc, comme vous le savez, vendredi, normalement, tous les vendredis soirs, en tout cas, moi, je reçois ça, donc vous aussi, hein, vendredi, on reçoit le planning, vous recevez le planning de la semaine, donc vous avez votre programme de la semaine. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'aurai comme cours? Qu'est-ce que je dois apprendre comme module? Bientôt, ils vont afficher, quand ça va approcher, donc les dates des examens. Qu'est-ce que je vais avoir? Quel est le premier examen, le premier module que je dois apprendre le premier, le deuxième, réviser, etc., etc. Donc, on identifie le travail à faire. Par la suite, selon, bien sûr, le module, les stratégies vont être différentes. Hein? Donc, je vais choisir mes stratégies. Les stratégies cognitives, d'accord? Donc, vous les connaissez, hein? Pour les connaissances déclaratives, procédurales, conditionnelles. Donc, sélectionner, la sélection, la répétition, l'élaboration, l'organisation. Je fais des schémas, je fais des prises de notes, je fais des tableaux, je fais des mind mapping. Tout ça, c'est les stratégies cognitives. Stratégie affective, donc je travaille ma motivation. Je m'arrange à être concentré pendant le cours et en dehors le cours. Et je fais tout pour avoir donc une vie saine, pour lutter contre le stress. Et pour lutter contre le stress, c'est surtout planifier, bien planifier justement mon temps. Et les stratégies de gestion, c'est quoi? C'est gérer le temps. Généralement, c'est ça ce que font mal les étudiants. La plupart des étudiants ont des problèmes parce qu'ils ont une très mauvaise gestion du temps. Hein? La plupart des étudiants, ils se laissent aller au début du semestre. Hein? Donc, ils ne vont pas réviser, ils ne vont pas apprendre, et, ils ne vont rien faire. Et ils vont attendre l'approche des examens et ils vont être dépassés. Pour apprendre 6 modules ou 7 modules en un mois ou les 2 derniers mois, c'est trop tard. Hein? La plupart du temps, c'est la gestion du temps. Bien sûr, gérer les ressources. Donc, chaque étudiant doit avoir personnellement donc toutes les ressources dont il a besoin, les polycopiés, ses diaporamas, ses cahiers de prise de notes, les ouvrages, s'il a besoin d'ouvrages. Donc, tout ça, il en a besoin. Donc, et puis, bien sûr, gérer l'environnement de travail, donc travailler dans un endroit calme et bien sûr, gérer les ressources humaines. N'hésitez pas, quand vous avez des problèmes, de réviser entre vous, étudiants. Hein, le travail collaboratif est très intéressant. D'accord? Donc, une fois qu'on a choisi les stratégies appropriées, on va les exécuter, c'est-à-dire pendant l'apprentissage, on va exécuter ces stratégies et puis on va contrôler. Hein, c'est les stratégies de contrôle. On va vérifier si l'apprentissage a été effectué. Et il ne faut pas attendre après les résultats de l'examen pour réaliser que, voilà, non, j'ai pas validé mes modules parce que j'ai mal appris. C'est trop tard après l'examen. Hein, parce que même entre l'examen et le rattrapage, il n'y a pas beaucoup de temps. Hein. Il y a quoi? Il y a 2 semaines, 3 semaines, vous n'avez pas le temps. Si vous reste un module, peut-être ça va, mais si vous reste 3 ou 4 modules, vous ne pouvez pas les réviser en 2 ou 3 semaines. Ce n'est pas possible. D'accord? Donc, autant faire vos contrôles, vérifier avant les examens, de manière à réviser avant les examens. D'accord? Et être sûr de réussir. Donc, soit les apprentissages ont été effectués, c'est bon. Sinon, on va revoir ces stratégies. Hein, et on va voir qu'est-ce qu'on a mal fait. Hein? Est-ce qu'on n'a pas de bonnes stratégies cognitives? Est-ce qu'on n'est pas motivé? Est-ce qu'on ne se concentre pas? Ou bien est-ce qu'on a un problème de stratégie de gestion? Est-ce que je ne fais pas de planification? Est-ce que je gère mal mes ressources? Là, de toute façon, chaque étudiant, je suis sûre, chaque étudiant, quand il n'a pas bien appris, il finit par savoir qu'est-ce qu'il a mal fait. Hein, c'est quelle stratégie qui est défaillante. Donc, autant vous la contrôlez vous-même. Donc, tout ça, donc, vous voyez, c'est les stratégies métacognitives donc, qui permettent de contrôler toutes les autres stratégies. D'accord? Donc, elles sont valables pour toutes les autres stratégies. Voilà. Voilà donc pour ce cours.
Donc, pour le conclure, donc je dirais que apprendre en profondeur, ben, c'est quoi? Ben, pour bien retenir et apprendre, d'abord, il faut avoir une intention claire, c'est-à-dire une intention claire, il faut vouloir apprendre, il faut être motivé. D'accord? Quand on est motivé, donc on est attentif pendant le cours, on est concentré pendant le cours et on est attentif et concentré lors de nos révisions. D'accord? Si vous faites, vous dites, ah oui, je travaille pendant 2 heures, que vous avez un cahier ouvert et que vous écoutez de la musique, vous parlez, que vous n'êtes pas concentré, ben vous n'apprenez pas. D'accord? La concentration et l'attention sont importants pour bien apprendre. D'accord? Planifier, on le redit, planifier avec des objectifs précis par jour, par semaine. Qu'est-ce que je dois travailler? Qu'est-ce que je dois réviser? Hein? Réduire le matériel à mémoriser à l'essentiel, c'est très important de travailler sur vos propres prises de notes ou vos fiches de synthèse ou fiches de lecture, hein, parce que ça permet de réduire tout un cours en une page à une page et demie. D'accord? Bien sûr, ne pas apprendre si vous n'avez pas compris. Donc, comprenez, hein, il faut comprendre, approfondir et s'approprier. Et là, quand vous voyez que vous n'y arrivez pas tout seul, ben, travaillez avec d'autres étudiants. Hein. Révisez avec d'autres étudiants. Comme ça, si vous n'avez pas compris quelque chose, ben, généralement, il y a d'autres étudiants. Mettez-vous en groupe d'étudiants. Il y a toujours quelqu'un qui a bien compris, qui va expliquer. Et le fait d'expliquer à ses camarades, de travailler dans le groupe, c'est très motivant et on apprend très rapidement. D'accord? Je ne dis pas apprendre tous les jours ensemble dans le groupe, mais se retrouver, je ne sais pas, une fois par semaine, par exemple, ou tous les 10 jours, hein, pour réviser un module, se poser les questions d'incompréhension, vérifier que ces notes sont correctes, que c'est la bonne manière, vous posez les questions les uns les autres, comme des contrôles entre vous. D'accord? Ça vous permet de vous préparer petit à petit à l'examen, hein, quoi. Comme ça, vous êtes sûr. Déjà, c'est motivant de ne pas travailler tout seul, hein, mais de faire des révisions dans le groupe, bien sûr, selon les affinités. Maintenant que vous avez commencé le présentiel, donc vous allez sûrement commencer à constituer des petits groupes de 3, 4, maximum 5 personnes dans un groupe pour travailler, se réunir une fois par semaine et faire des révisions, voir un module, expliquer les uns les autres, réviser un cours qui vous paraît difficile. D'accord? Ça permet d'avancer. D'accord? Ben, bien sûr, il faut réviser. Hein. Donc, je vous l'ai dit, la répétition et la révision, vous êtes obligé de répéter les nouvelles connaissances acquises minimum 3 fois pour être sûr de ne pas les oublier. D'accord? Utilisez autant que possible toutes les connaissances que vous apprenez, parlez-en. Donc, il faut, quand vous les utilisez, ben, ça vous permet justement de mieux, de ne pas les oublier. Et être réflexif, c'est-à-dire être métacognitif. C'est-à-dire, ben, vous posez la question, est-ce que j'apprends bien? Qu'est-ce que je fais de bien? Qu'est-ce que je ne fais pas de bien? Et je me corrige. Hein, et je corrige mes stratégies. Il ne faut pas attendre maintenant. Quand on devient universitaire, eh ben, on est responsable de ses études. On n'est plus au collège ni au lycée. Ce n'est pas le prof ni les parents qui vont vous obliger à dire ben, allez réviser vos cours, travaillez régulièrement, faites votre planning. Non, maintenant vous êtes en situation d'adulte où il faut être responsable de vos études. Donc c'est à vous de faire tout ça sans avoir à être contrôlé par quiconque, ni les profs, ni vos parents, ni quelqu'un d'autre. Donc, apprenez à contrôler vous-même et vos apprentissages et faire vos examens vous-même. Et vous demanderez à vos profs ou à vos parents si vous avez besoin d'aide ou si vous n'avez pas compris quelque chose. C'est tout. D'accord? Mais les évaluations et les contrôles continus, c'est à vous de les faire vous-même. C'est ça la métacognition, en fait. Parfait. Donc, travaillez surtout, je ne dis pas travailler beaucoup, hein, travaillez régulièrement. Hein, si vous voulez vraiment réussir vos études, travaillez régulièrement. Hein, pendant la semaine, travaillez pendant la semaine. Hein. Prenez, je ne sais pas, le vendredi soir et le samedi ou le dimanche pour vous reposer. Mais entre-temps, pendant la semaine, même quand vous terminez les cours à 18 heures, vous reposez entre 18 heures et 20 heures. Il faut travailler minimum 2 heures. Hein. Travailler 1 heure, vous allez vous reposer un peu, dîner et travailler encore 1 heure minimum. Si vous travaillez tous les jours 2 heures de révision, ben, quand l'examen va approcher, ben, vous aurez révisé le maximum de choses. Hein?
D'accord? Alors que si vous ne faites rien pendant toute la semaine, eh ben, c'est comptez combien d'heures de travail vous allez accumuler à la fin et ça va être mal fait. Et c'est ça le plus gros défaut des étudiants au début, c'est que justement, ils ne travaillent pas régulièrement, qu'ils laissent le tout à la fin. Donc, travaillez régulièrement et intelligemment. Voilà, j'ai terminé avec ce cours. Nous allons enchaîner tout de suite. Est-ce qu'il y a des questions? Préparez vos questions si vous voulez, le temps que je passe au deuxième cours. Deuxième cours sur l'enseignement à distance et comment optimiser les apprentissages. Le temps de prendre un verre d'eau. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Alors, dans le chat, donc, il y a Ahmed Yahya qui dit exactement. Les stratégies cognitives, ça va faire le point sur nos différentes stratégies d'apprentissage afin de savoir ce qu'il faut les corriger ou les garder. Exactement, c'est parfait. C'est exactement ça. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez plus de précision? Vous avez des questions concernant le cours sur les stratégies métacognitives ou sur les autres cours qui sont passés? Non? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Nous sommes là. Vous On êtes n'a là. pas de questions. Vous n'avez pas de questions? C'est clair. Parfait. Alors, parfait. Donc, nous allons passer maintenant au deuxième cours. On va vous parler un petit peu, je vais vous parler un petit peu de l'enseignement à distance parce que, bon, vous êtes en enseignement à distance depuis, depuis, depuis l'année dernière, quasiment, hein, depuis le Covid, on est en enseignement et ça risque de durer, on ne sait jamais, hein. Même compte tenu que vous êtes une promotion quand même de plus de 700 étudiants, donc il y a sûrement des enseignements qui vont rester à distance. D'accord? Très bien. Donc, nous allons voir, on va mettre l'enseignement à distance. Voilà, parfait. Donc, je parlais un petit peu, donc, comment optimiser. Je ne vais pas parler de comment se fait l'enseignement à distance, hein. Bon, vous avez, je pense, déjà testé cet enseignement, hein, déjà l'année dernière au lycée, cette année, soit en visio, soit je ne sais pas comment vous avez travaillé l'année dernière. D'accord? Mais on va surtout insister sur comment optimiser les apprentissages quand vous êtes en enseignement à distance pour ne pas vous laisser déborder. Et puis, surtout vers la fin, donc, je vais vous donner quelques conseils de comment vraiment profiter d'un enseignement à distance. Madame, s'il vous plaît, avant de passer, Oui, bien sûr. j'ai une toute petite question qui dit est-ce qu'on peut utiliser des fiches des autres étudiants qui nous apparaissent très utiles? Bien sûr, il faut juste s'assurer que les fiches de synthèse des autres étudiants, il faut s'assurer qu'elles sont complètes, qu'elles ne comportent pas d'erreurs. Mais bien sûr, hein. Moi, il m'est arrivé, bon, quand on faisait le présentiel, il y a des étudiants parfois qui me donnaient des cartes mentales ou des cartes conceptuelles sur un cours qu'on a fait, que ce soit les stratégies de gestion, les stratégies cognitives, comme celle que je pense que vous a montré, vous a envoyé Madame Thimo. Donc, il y a des étudiants qui faisaient de bonnes synthèses et bon, quand ils voulaient bien les partager, et donc on les partageait par mail avec le représentant et tout le monde travaillait dessus, bien sûr. La seule chose, il faut vous assurer que les notes prises ou les fiches de synthèse sont complètes. C'est-à-dire, ne prenez pas les travaux de quelqu'un d'autre et travaillez comme ça aveuglément dessus.
Donc, vérifiez sur les polycopiés, sur vos cours, s'il ne faut pas les compléter, s'il n'y a pas d'erreur, etc. Bien sûr. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Hein, si vous arrivez même à vous partager, qu'il y ait de bons preneurs de notes, ceux qui font de bonnes synthèses pour les cours et qui se les partagent, c'est très bien. Vous pouvez même travailler dans le groupe et chacun fait des fiches de synthèse d'un module ou d'un cours et vous les partagez. Oui, ça va vous faciliter les choses. Mais assurez-vous que ça soit, qu'il n'y a pas d'erreur et que ça soit complet. Hein, comme ça, le jour d'examen, vous n'êtes pas surpris, c'est tout. Donc, quand c'est quelqu'un d'autre, il faut s'assurer que c'est complet. OK, j'ai bien répondu à votre question? Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, madame, merci. OK, parfait. D'accord. Donc, donc, j'ai parlé de l'enseignement à distance. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, pourquoi ça ne passe pas? Alors, donc vous l'avez compris, hein, je vais passer rapidement sur l'enseignement. Actuellement, l'enseignement classique, si vous devez assister tous les jours au même cours magistral, si le cours magistral ne vous amène pas quelque chose de plus, il y a beaucoup d'étudiants qui ne vont jamais au cours. Hein, surtout quand l'enseignant, il y a des enseignants qui viennent, pratiquement, il lit son cours, donc ça n'a aucun sens. Hein. Par contre, si les enseignants expliquent, font des schémas, donnent du temps, interagissent avec les étudiants, c'est intéressant. Mais si ça reste un cours magistral classique, ben, autant faire de l'enseignement à distance. Hein. Et même l'enseignement à distance, normalement, il fait qu'il y ait une certaine interactivité entre les étudiants et l'enseignant en cas d'incompréhension ou au milieu ou à la fin du cours s'il y a des questions auxquelles il faut répondre. D'accord? Pourquoi maintenant l'enseignement à distance? Vous savez que dans certaines universités, dans le système nord-américain, ben, les étudiants, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas de cours magistraux. Hein. Hein. Tout le monde travaille, eh ben, ils ont les cours sur Internet, ils font même les examens sur Internet, ils vont vraiment dans en présentiel pour les TP, les TD ou les stages, c'est tout. Hein. Mais tous les cours, les modules avec les exercices, ils se font à distance. C'est comme ça qu'ils étudient là-bas. Hein. Voilà. Et ça a commencé déjà au Canada, aux États-Unis. Maintenant, il y a beaucoup d'autres universités, surtout les universités anglophones, qui continuent à faire ça. Avec Covid, même un peu en Europe, donc il y a beaucoup d'enseignements à distance qui se font. Donc, c'est quelque chose qui peut très bien se faire. Hein. Mais il faut bien que l'étudiant, dans ce cas-là, il faut que l'étudiant ben, apprenne à travailler tout seul. Hein, et qu'il apprenne à gérer son temps. Hein. Par exemple, je ne sais pas, aux États-Unis, au Canada, je sais, en début d'année, ils leur donnent ben, à valider pendant le semestre. Voilà, tant de modules. Et puis, les étudiants les travaillent tout seuls. Hein, dès qu'ils terminent un module, ils passent l'examen, ils passent à l'autre. Ils gèrent leur temps tout seuls. Hein? Donc, ils se déplacent que pour... Alors qu'il faudrait qu'on arrive là, ici, maintenant, même au Maroc, il faut qu'on en arrive là. On s'est rendu compte que, par exemple, l'année dernière, avec l'enseignement à distance, il y a des étudiants qui n'assistaient pas au cours, qui ne travaillaient pas chez eux à la maison. Ça ne peut pas marcher. C'est-à-dire, l'enseignement à distance est très bien, mais il faut responsabiliser, c'est la responsabilité des étudiants. Hein? Donc, il faut quand même, je pense, qu'on finira par y arriver. Hein? Hein? Donc, transformer carrément toutes les connaissances en enseignement à distance, sauf bien sûr pour les TP et les stages, tout ce qui est pratique. Et bien sûr, la réussite de ce modèle à distance exige quoi? Exige des interactions, des rétroactions déjà. Donc, même dans ce cas-là, il y a toujours, les étudiants peuvent toujours solliciter l'enseignant sur le forum, sur les chats. Donc, il y a de temps en temps même des rencontres virtuelles pour répondre aux questions. D'accord? Et bien sûr, et très important, c'est le travail personnel de l'étudiant, qui est facteur clé de sa réussite. Hein? En enseignement à distance, c'est le travail de l'étudiant. Hein? Parce que là, l'étudiant, personne ne va le surveiller, ben, il faut qu'il travaille tout seul. Hein? Donc, là, c'est votre maintenant, réussir les études, c'est la responsabilité de l'étudiant. Ce n'est plus du tout
la responsabilité de l'enseignant. D'accord? Donc, travail personnel est très important. Alors, c'est quoi les objectifs? C'est d'expliquer déjà le concept d'enseignement à distance et de la classe inversée. Je vous parlais un tout petit peu de la classe inversée parce qu'on en fait un petit peu, mais pas beaucoup. Et puis surtout, quel est le rôle dans cet enseignement? Quel est le rôle de l'étudiant? Quel est le rôle de l'enseignant? Et bien sûr, quels sont les avantages pour les étudiants? On va le voir. Alors, l'enseignement à distance, on parle d'enseignement à distance à chaque fois qu'on fait appel aux technologies de l'information et de la communication. C'est-à-dire chaque fois qu'on passe par l'ordinateur, par Internet, par les réseaux sociaux, à chaque fois qu'on passe par les outils numériques, on parle d'enseignement à distance. D'accord? Et vous voyez maintenant que les ressources, c'est-à-dire les polycopiés, les visioconférences, on va les avoir soit sur Internet, soit sur votre Gmail, soit sur votre Facebook, soit sur le live. Il y a plein de ressources. À chaque fois qu'on utilise l'outil numérique, on parle d'enseignement à distance. D'accord? Les ressources que vous recevez à travers justement Internet ou les réseaux sociaux, hein, d'accord, sont variées. Vous allez recevoir tout ce que vous préparent vos enseignants. Ça peut être, donc certains enseignants, ils vous donnent des diaporamas, hein, qu'ils soient sonorisés ou non, hein, d'accord? Mais je mets toujours, ça ne dispense pas de ressources texte parce que quand on donne un diaporama, quand on fait un cours de 2 heures, donc c'est en moyenne une quarantaine, en moyenne c'est 40 diapos, on ne va pas demander à l'étudiant d'imprimer 40 pages, hein, de diapos pour étudier, hein. Donc, généralement, c'est pour ça que vous avez vu dans notre module, on ne donne même pas les diapos. Les diapos, c'est exactement la même chose qu'il y a sur le polycopier. Et on donne un polycopier texte où le cours, il comporte généralement 2, 3, maximum 4 pages, hein, que l'étudiant donc peut réviser, qui est à la disposition de l'étudiant, soit parce qu'il n'était pas là, c'est complet, ça permet d'apprendre parce que de toute façon, on apprend sur l'écrit, on n'apprend pas sur l'écran, hein, on n'apprend pas du tout sur un écran d'ordinateur, hein. Si ce n'est pas écrit, si on n'imprime pas, on n'apprend pas. D'accord? Alors, le texte, ça peut être des polycopiés, des syllabus. On apprend aussi, on vous donne généralement, si vous avez vu dans les cours que je vous ai envoyés, à la fin, vous avez des capsules, des vidéos. D'accord? Que soit qu'on trouve sur le web, hein, des ressources libres, soit que certains enseignants font eux-mêmes. D'accord? Les liens entre les diverses ressources. Alors, généralement, quand il y a une plateforme, il y a les forums. Hein, il y a les forums modérés pour les questions-réponses. Bon, nous, on n'a pas, pour le moment, on n'a pas de plateforme. Et bien sûr, les exercices, des activités ou des quiz, bien sûr, quand il y a des plateformes. Hein, pour le moment, il n'y a pas de plateforme d'auto-évaluation, en tout cas pas dans notre faculté. À l'université Mohamed V, donc vous savez qu'elle draine toutes les facultés de Rabat et normalement, on devrait normalement séparer, hein, c'est-à-dire chaque filière doit avoir sa plateforme. Hein, sinon, c'est très difficile à gérer. Vous voyez, on n'arrive même pas à avoir 300 ou 400 ou 500 étudiants en même temps, hein, sur la plateforme. D'accord? Donc, voilà les ressources. Alors, c'est quoi le concept de la classe inversée? Juste, je vais vous le dire. C'est pas ce qu'on fait, hein, pour le moment, mais on devrait le faire. Je passe ici. Alors, la classe inversée, c'est quoi? C'est-à-dire, bon, en temps normal, dans la classe traditionnelle, ben, l'étudiant, le matin, à 8 heures, il est au cours, 10 heures midi, il est au cours, l'après-midi aussi, il est au cours, etc. Donc, il passe toute la journée cours magistral, cours magistral. Et puis, à la fin, ben, il rentre chez lui, il est fatigué. Et puis, qu'est-ce qu'il fait pendant le cours? Eh ben, il écoute le prof, il va voir ou lire le tableau ou le diaporama, il va recopier le tableau ou le diaporama. Et puis, quand il a besoin d'aide, vous savez que quand on est dans un amphi, hein, avec 300 ou 400 étudiants minimum, tous les étudiants ne peuvent pas poser leurs questions. Hein, généralement, on n'a pas le temps. Et puis, l'enseignant, à la fin du cours, il a un autre cours. Il n'a pas le temps pour tous les étudiants. Et bien, à la maison, ben, l'étudiant, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend le cours tout seul. Il fait ses exercices. Il y a des exercices à faire. Il doit faire ses recherches lui-même, d'accord, pour comprendre. Et quand il a besoin d'aide,
ben, il est tout seul chez lui, ben, personne ne peut lui répondre non plus. D'accord? Voilà la classe traditionnelle, c'est comme ça. Alors, le but de la classe inversée, c'est de tout inverser, de faire pendant le cours ce qu'on fait à la maison et à la maison ce qu'on fait pendant le cours. C'est-à-dire qu'on vous envoie, je ne sais pas si c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous envoie les cours. Normalement, quand on vous envoie les polycopies avant, c'est pour que vous étudiez le cours avant. Alors, normalement, ben, l'étudiant, il va faire ses cours avant, il va les lire avant, d'accord? Et quand il est soit en classe, soit il y a dans les TP et les TD, donc on vérifie s'il y a les apprentissages. Donc il y a les autres étudiants, il y a le prof, etc. Et ben, quand il sort, donc ben, il est content parce que non seulement il a appris, mais il a fait les travaux pratiques, il a compris son cours. Et donc quand il sort le soir, ben, c'est pour réviser le cours qu'il verra le lendemain. Voilà, juste les lire, hein, les lire et faire quelques exercices. Donc, chez lui, donc, on fait le contraire. Hein. La classe inversée, eh ben, l'étudiant chez lui, qu'est-ce qu'il va écouter le prof? Par exemple, maintenant, tout simplement. Hein. Quand il y a des enregistrements, c'est encore mieux parce qu'il va les écouter quand il peut. Hein, PowerPoint sonorisé ou une visioconférence. Il va avoir aussi le polycopier qu'on vous a envoyé, les diapos, les vidéos. Il va prendre des notes. Et parfois, bien sûr, quand il y a la plateforme, il y a des quiz. Et bien sûr, quand il a besoin d'aide, il va préparer les questions. D'accord? Et normalement, c'est pour ça que moi, je m'arrête régulièrement pour dire, est-ce que vous avez des questions? Et quand il rentre chez lui, eh ben, quand il vient, pardon, au cours, hein, donc il fait généralement, c'est les TP, hein, vous allez sûrement bientôt faire les TP et les TD, donc il est là pour comprendre, appliquer les cours, faire les exercices, faire des recherches en cours, et quand il a besoin d'aide, eh ben, généralement, il y a l'animateur ou le tuteur qui est avec lui qui va poser les questions. Hein, c'est ce que vous allez faire probablement dans les TP d'anatomie, les TP d'histologie, enfin, du cours où vous avez des TP. Ben, normalement, vous devez préparer votre cours avant et c'est lors des TP que les apprentissages vont justement se faire. Alors, quels sont en pratique? Quel est le rôle de l'enseignant et de l'étudiant? Ben, l'enseignant, ben, la seule chose qu'il fait dans l'enseignement à distance, c'est qu'il met en ligne les cours, hein, les documents, les capsules, les vidéos, s'il y a des quiz. Eh ben, l'étudiant, ben, il va travailler tout seul. Il va consulter les ressources, il va prendre des notes, il imprime, il lit les documents, il pose des questions sur le forum, il réalise les activités ou exercices demandés. Et bien sûr, s'il y a des quiz, il va répondre aux quiz. Et bien sûr, le prof, il va analyser la participation et organiser les activités en classe. Donc, le maximum des apprentissages se font au niveau, bien sûr, à la maison. Hein, d'accord? Dans l'enseignement à distance, ben, l'étudiant, il travaille à la maison. Essentiellement, hein, pendant les cours, les TP et les TD, c'est juste pour l'utilisation des connaissances et pour mieux comprendre et appliquer les savoirs. Alors, quels sont les avantages pour l'étudiant quand il y a un vrai, hein, ce n'est pas ce qu'on fait actuellement, hein, parce qu'on n'a pas de plateforme, donc il n'y a pratiquement que les visioconférences qui ne sont pas accessibles à tout le monde. Mais quand on a une véritable plateforme, donc c'est que tous les documents, donc normalement, ils sont mis à la disposition de l'étudiant, donc il apprend à son rythme. Il a plus de temps en classe pour comprendre, appliquer, donc il y a beaucoup de travaux de groupe. L'étudiant, il est plus actif. Le maximum du travail, c'est lui qui le fait, hein, que ce soit à la maison ou pendant les activités du groupe. Ben, ça lui permet d'interagir, de participer. Généralement, dans ce type d'enseignement, euh, quand les étudiants viennent, ils sont en petits groupes. Hein, quand vous faites TPDD, généralement, c'est des groupes d'étudiants. Donc, l'enseignant, il est beaucoup plus disponible que dans un amphi où vous êtes 450 ou 500 étudiants. D'accord? Donc, l'enseignant, il est disponible, il peut aider, répondre aux questions éventuellement. Et bien sûr, ça donne un enseignement beaucoup plus personnalisé. Généralement, c'est plus motivant. Hein. Quand les étudiants s'habituent à ce type d'enseignement, ben, ils préfèrent faire ça plutôt que d'aller à la faculté tous les jours. Alors, c'est ça ce qui est important comment on ne fait pas de pédagogie inversée dans notre faculté.
Alors, moi, j'ai quelques conseils à vous donner pour réussir vos études, surtout concernant les cours à distance. D'ailleurs, alors, la première des choses, bon, soyez méthodique et adoptez toutes les bonnes stratégies qu'on a vues. Hein, vous allez le voir, c'est exactement la même chose. La première des choses, c'est travailler, gérer l'environnement et la concentration. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions vous êtes en train de suivre le cours. Si vous êtes et qu'il y a du bruit autour de vous, que la télé est allumée, qu'il y a des gens qui parlent, ben, vous n'êtes pas concentré. Donc, normalement, déjà, il faut trouver le cadre idéal, hein, pour travailler. Donc, ça veut dire une ambiance calme, où vous n'êtes pas dérangé, où vous avez tous vos documents pour prendre des notes. D'autres, il y en a même qui se permettent de faire des enregistrements de voix pour comprendre. Il y en a qui font des prises de, comment dirais-je, des captures d'écran pour avoir les diapos ou même sur leur téléphone pour avoir des éléments importants pour compléter leur polycopier. Séparez-vous de ce qui peut vous distraire quand vous voulez étudier. Donc, pas de téléphone, pas de musique, pas de télé, tout ce qui peut vous distraire. Et bien sûr, quand vous êtes fatigué, ben maintenant que s'il y a de l'Internet partout, vous pouvez travailler, surtout pour ceux qui travaillent dans un campus ou qui sont en colocation, hein, avec d'autres étudiants aussi bruyants, mais il faut varier les lieux de travail. Hein, travailler dans une bibliothèque ou il y a des salles calmes où on a la connexion Internet, où on peut étudier tranquillement avec son casque, sans problème. Alors, gestion du temps. J'insiste. Le gros problème des étudiants, c'est qu'ils ne savent pas gérer le temps. Donc, faites un planning. Faites-vous un planning type de travail de la semaine. Il faut créer une routine. Il faut créer une routine qui vous permet d'être plus efficace. Je ne sais pas, le lundi, j'ai cours de telle heure à telle heure, je suis libre de telle heure. Qu'est-ce que je vais étudier le lundi? Qu'est-ce que je vais étudier le mardi? Ça, je l'ai répété. Parce que c'est très, très important. Si vous travaillez régulièrement, si vous gérez bien votre temps, généralement, il n'y a pas de raison pour que vos études ne se passent pas bien. D'accord? Réservez-vous aussi, d'accord? Donc, travaillez. Donc, réservez-vous, bien sûr, des moments de détente, hein, des moments avec des amis, pour vos loisirs, celui qui fait de la musique ou du foot ou du théâtre ou de la danse. Donc, je ne dis pas qu'il faut travailler tout le temps, non, mais quand vous faites votre planning, ben voilà, mes temps de travail, mes temps de loisirs, mes temps de repos, etc. Bon, bannissez la procrastination, c'est sûr. Hein. Ne remettez jamais. Hein, si vous avez mis dans votre planning que le lundi, vous allez réviser le module d'anatomie et le module de, je ne sais pas, de biochimie, je ne sais pas si vous avez commencé la biochimie, ben, il faut le faire. Parce que si vous ne le faites pas, ben, vous allez surcharger un autre jour ou bien vous allez carrément laisser tomber et à l'approche des examens, vous n'aurez pas travaillé ces modules. Donc, ne pas remettre au lendemain. Quand vous faites un planning, il faut le respecter. Respectez bien votre planning. Une fois que vous respectez votre planning, vous pouvez alors savourer pleinement et vos pauses, et généralement, soit votre samedi, soit votre dimanche, s'il y a un jour de fête. Si vous travaillez régulièrement, vous pouvez vous permettre un jour de l'Aïd. Vous n'allez pas travailler le samedi, dimanche. Ben, je ne vais pas prendre tout le samedi, dimanche, par exemple, mais je vais travailler, par exemple, 2 heures samedi et tout le reste, c'est à moi. Je vais travailler dimanche, je vais travailler peut-être une petite heure. Si je travaille toute la semaine, je peux profiter de mon week-end, d'accord? Et pourquoi pas vous récompenser quand le travail a été accompli. Donc, la deuxième, donc c'est une bonne gestion du temps, planifier et tenir justement votre planning. La troisième, c'est la gestion des ressources humaines. Alors, quand on travaille, bon, maintenant, ça va parce que vous allez en présentiel à la faculté, ça vous permet de sortir. Mais je me rappelle quand on était en période de confinement où tout était en distanciel, donc la solitude peut vous peser. D'ailleurs, ce cours, je l'ai fait pendant l'année dernière, lors du confinement pour les étudiants, afin qu'ils puissent un petit peu gérer justement le fait d'être seul, chacun enfermé chez lui. Donc, ben, quand ça se passait comme ça, ben, le meilleur, ce que je leur conseillais, de se connecter avec les autres étudiants ou avec les enseignants, soit par mail, soit par chat, soit sur les groupes, soit sur WhatsApp, soit sur Facebook, d'accord? Où il y avait, c'était pas pour s'envoyer des blagues, non,
mais dans le cadre du travail. Hein, donc, poser des questions, répondre, partager des expériences. Comme ça, ça permettait d'avoir le sentiment d'appartenir à un groupe. Et ça, c'était particulièrement important quand on a été confiné l'année dernière. Hein. Donc, le fait, on est confiné chez soi, mais on était toujours en contact sur Internet, d'accord? On avait même créé il y avait les pages Facebook, il y avait surtout quelques groupes WhatsApp où on se retrouvait donc régulièrement juste pour répondre aux questions, poser des questions, répondre des questions, réviser un module, quoi que ce soit. D'accord? Donc, n'oubliez pas de bénéfice du travail collaboratif. Hein. Donc, travailler en groupe, que ce soit en présentiel ou à distance, vous pouvez très bien le faire. Hein. Tout le monde sait maintenant. Hein, vous faites une petite invitation sur Google Meet hein, et vous pouvez vous poser des questions, réviser ensemble, répondre ensemble, même si vous êtes loin les uns des autres. Mais maintenant, vous pouvez même le faire en présentiel, hein, à la bibliothèque ou ailleurs, hein, pour réviser. Planifier des séances de révision avec d'autres étudiants, c'est très bien. C'est très, très bien. Alors, quatrièmement, la quatrième conseil, c'est rester métacognitif. Hein, et puis, cultiver l'estime de soi et la motivation. Donc, faites un état des lieux. Quand vous travaillez bien, généralement, vous allez voir que vous progressez. Donc, vous allez faire un état des lieux de votre progression. Vous allez voir que, bon, vous apprenez très bien, de vos réussites, les obstacles que vous avez surmontés. La vie n'est pas facile. Hein. Il y a des moments difficiles, mais on se dit, bon, même si je suis fatiguée, quand même, je dois apprendre. Hein. Si au moindre doute, vous dites, ah oui, je suis fatiguée aujourd'hui, bon, non, je vais travailler demain, et demain, je suis fatiguée, je vais travailler le lendemain, vous n'avez rien fait. Hein, parfois, on est fatigué, on se dit non, j'ai fait un planning, je le respecte. Je suis fatigué, mais ce n'est pas grave. Je vais quand même travailler, réviser le maximum de ce que je peux et je dormirai après et voilà, et je récupère. D'accord? Mais si vous vous laissez tenter par le repos ou vous trouvez toujours une excuse pour ne pas travailler, c'est que vous n'allez pas respecter votre planning tout simplement. D'accord? Mais quand vous respectez tout ça, vous allez vous complimenter. Oui, parfait. Hein? Hein? Donc, faites-vous des compliments ou les compliments qu'on vous fait. Ça permet de booster votre morale et de maintenir votre motivation. Quand vous respectez vraiment votre planning, vous allez être fier de vous, vous allez avoir une bonne estime de vous et vous allez rester motivé. Le tout, c'est de commencer, hein, de faire le planning et de le respecter. Donc, faites les efforts pour le respecter. Ça va être dur peut-être la première semaine, deuxième semaine. Après, ça va devenir réellement une habitude. Hein, et si vous le faites, ça va vous permettre, vous allez vraiment être fier de vous et surtout, vous allez vous faciliter les apprentissages et assurer votre réussite à la fin du semestre. Donc, de toute façon, partout dans le monde, tout ce qui s'est passé, donc bien avant, mais tous ceux qui ont essayé l'enseignement à distance, donc de plus en plus, il y a beaucoup d'universités maintenant qui passent à la classe inversée. Hein. Donc, je fais ce cours-là au niveau de ce même cours, je l'ai fait à l'Université Mohamed VI des sciences de la santé de Casablanca pour la faculté de pharmacie. Et eux, ils ont justement une plateforme où on fait justement ce modèle de classe inversée, c'est-à-dire ils ont des plateformes où je leur dépose tout, je leur dépose donc les cours, les diaporamas, les quiz, etc. Et quand on se retrouve, donc on a très peu de présentiel, mais quand on se retrouve en présentiel, c'est des travaux des groupes et on fait des travaux pratiques. Par exemple, la dernière fois, on a fait comme travaux pratiques, je leur ai demandé de me faire les cartes mentales, des stratégies de gestion, des stratégies affectives. Donc, chaque groupe, il a fait quelque chose. Et ça nous a permis, en 1 heure et demie de travaux de groupe, de réviser pratiquement tout le module sous forme de jeu ou d'atelier. D'accord? Donc, cet enseignement, donc ça permet, si vous prenez l'habitude de travailler à distance et d'être responsable de vos études, donc vous allez voir, hein, donc, les retours, ceux qui ont fait ce système, donc ils sont unanimes, hein, donc les étudiants sont plus motivés, la motivation en hausse. D'ailleurs, ils ne sont pas obligés d'aller tous les jours
au cours de se déplacer, de prendre le bus, ça leur coûte beaucoup moins cher, hein, parce qu'ils travaillent chez eux, mais ils travaillent, c'est ça. Hein, ils travaillent pas, ils vont pas à la faculté, ils travaillent chez eux, mais ils travaillent, c'est-à-dire ils sont dans leur environnement et il va travailler, il va faire son cours de 8h à 8h30, je pense, ils ont 1h30. Comme maintenant, généralement, moi aussi, c'est rare où je dépasse 2 heures, hein, 1h30 de cours, une petite demi-heure ou un quart d'heure de pause, et puis 1h30, le temps de pause, et puis il travaille encore l'après-midi, il révise le soir, exactement la même chose. Mais d'accord. Mais l'ambiance d'apprentissage lors du présentiel est plus agréable. On a de meilleurs résultats d'apprentissage. Surtout, ça apprend les étudiants à être responsables, hein, de leur réussite, hein, responsables de leurs études, une autonomie d'apprentissage. Hein, donc, ils deviennent complètement autonomes. Ils savent très bien ce qu'ils vont étudier, comment ils vont étudier. Une fois que vous avez les stratégies métacognitives, vous pouvez tout faire vous-même. D'accord? Et bien sûr, le travail collaboratif. Donc, je vous demande d'être collaborer. Faites des petits groupes de révision, hein, que ce soit à distance ou en présentiel, mais faites des groupes de révision. Voilà, je vous ai mis, ça existe aussi, je vous ai mis beaucoup de petites chaînes YouTube. C'est des petites capsules, hein, sur l'enseignement à distance et la classe inversée, si vous voulez en savoir plus. Bon, c'est une manière, quand je mets les capsules à la fin de chaque cours, ça vous permet aussi de commencer à travailler comme ça. Après chaque cours, essayez de trouver des petites capsules qui vont vous aider, etc., etc. Très bien. Alors, j'ai terminé. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Alors, Amine, quelle est la meilleure stratégie pour bien maîtriser le module méthodologie d'apprentissage? La meilleure stratégie, c'est de mettre en œuvre ce que j'ai dit. Hein? C'est pas seulement pour apprendre. De toute façon, vous avez vu, le cours est très, très simple. Hein? Il est même, le cours est très simple parce que ce soit sur le polycopier, mais quand on assiste, parce que bon, ça permet de quand même de comprendre que j'explique, mais même le polycopier, il est parfaitement complet. C'est des choses très simples que vous connaissez. Hein? Hein, c'est vraiment des choses que vous connaissez. La planification, vous connaissez. La concentration, tout le monde connaît tout ça. Donc, c'est juste un petit peu aménagé. Donc, pour apprendre, bon, vous avez les objectifs d'apprentissage. Donc, pour apprendre des définitions, ce qui est nouveau pour vous. Par exemple, les différents types de mémoire. Par exemple, surtout les différents types de mémoire. Les stratégies cognitives. Comment j'apprends les connaissances déclaratives. Ça, c'est très simple. Hein, moi, je peux hein, c'est la sélection, la répétition, l'organisation, l'élaboration, mais vous savez très bien qu'est-ce qu'il y a derrière tout ce mot. Le meilleur, c'est de faire de réviser. Faites des cartes conceptuelles. Faites des cartes conceptuelles pour chaque stratégie et ça vous permet de la réviser. Mais le plus important, c'est pas ça. Le plus important pour vous, c'est de mettre en place les stratégies que j'ai dit. C'est bon, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est que vous validiez le module. Oui, c'est bien pour passer, pour valider le module. Mais on a fait ce cours, c'est pas surtout pour valider le module, c'est pour vraiment vous approprier ces stratégies. Parce que si les étudiants s'approprient ces stratégies, ben, vous allez vous faciliter les apprentissages pendant tout le reste de votre vie d'étudiant. Donc, sachez que vous n'en êtes que premier semestre de la première année médecine. Vous avez 7 ans de médecine. Vous avez 7 ans d'apprentissage. Donc, si vous prenez le temps d'adopter les bonnes stratégies dès maintenant, ben, ça va devenir une habitude. Vous allez faciliter les choses. Donc, faites votre planning. Enfin, tout ce qu'on vous a dit. Faites le planning. D'accord? Travaillez régulièrement, mais par petites doses. Réguler justement toutes les questions de gestion du temps. Quel moment je vais travailler, quel moment je fais mes pauses. Pour avoir une vie pendant 7 ans, vous n'allez pas faire qu'étudier. Ça vous permet, quand vous êtes bien organisé, quand vous planifiez vos apprentissages, vous allez pouvoir avoir le temps et d'apprendre de manière efficace et d'avoir vos activités, pour ceux qui font du sport, des loisirs, de profiter de vos familles, d'aller en vacances. Vous pouvez tout faire. Mais vous pouvez tout faire que si, pendant la semaine de travail, je travaille.
Donc, même le soir, je dois réviser. Vous révisez régulièrement. Comme ça, quand l'examen approche, ben, c'est que vous avez déjà appris énormément de choses. D'accord? Donc, la meilleure stratégie, ben, d'abord, lisez pour comprendre. Faites des synthèses parce que chaque stratégie, vous pouvez la résumer une carte mentale sur une page. Donc, déjà, ça vous fait, pour chaque cours, vous avez une page pour les réviser déjà. Donc, même pour vous. Mais le plus important, c'est de mettre en place ça. Donc, commencez soit sur votre ordinateur, soit sur votre agenda, mais le mieux maintenant, tout le monde a un ordinateur, de faire votre planning. Lundi, ben, qu'est-ce que j'ai de 8h à 10h, de 10h à midi, telle heure, ben, jusqu'à 10h du soir, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je vais réviser comme module, quand est-ce que j'ai une plage de libre pour réviser, j'ai 2 heures de libre, ben, je vais me reposer 1 heure et pendant 1 heure, je vais réviser un module, préparer un cours ou lire un polycopier ou faire une fiche de synthèse, plein d'activités, pas seulement apprendre, mais vous pouvez toujours dans le cas de l'apprentissage. D'accord? Alors, Madame, est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait prendre la parole? oui, madame. Oui, Oui, Amine, oui, Toffer, je pense qu'il y avait, non, quelqu'un avait demandé la main. Allez-y. oui. Madame, j'ai une question concernant l'organisation, l'étude sous forme de groupe. Comment peut-on organiser, nous, pour étudier sous forme de groupe? Parce que lorsque on se rassemble, il est difficile de contrôler tous les gens. Quand je dis le groupe, c'est pas tout le groupe. C'est-à-dire, maintenant, vous avez commencé le présentiel, vous allez finir par avoir un noyau d'étudiants, 3, 4 étudiants avec qui vous allez vous entendre, etc. Et là, vous allez constituer les groupes pour lesquels vous avez, pas n'importe qui, des groupes avec lesquels vous avez une affinité. Généralement, on s'assoit toujours à côté des mêmes personnes, on parle avec les gens, on lit, vous savez, en médecine, on finit par se lier pratiquement je dirais d'amitié, mais de connaissance avec avec beaucoup d'étudiants de notre promotion. Donc, à un certain moment, euh, vous allez pouvoir justement trouver un groupe des personnes, des garçons ou des filles, peu importe, avec qui vous allez vous entendre, et vous allez décider de travailler ensemble. Donc, une fois par semaine ou tous les 10 jours, si vous avez un jour de libre, vous dites, bon, tiens, on n'a pas cours, par exemple, je dis n'importe quoi. Par exemple, on n'a pas cours mercredi de 2 à 4, ben, on va se réunir. Hein? On va se réunir de 3 heures à 4 heures et on va réviser tel module. Hein? Ou bien on va faire une fiche de synthèse, ou bien on va parler de ce module et chacun explique à l'autre ou se poser des questions. C'est comme ça qu'il faut commenter. D'accord? C'est comme ça qu'il faut commencer. Je n'ai pas dit un groupe de 30 ou 40. Non, ce n'est pas possible. On ne peut pas réviser on peut pas réviser à 30 ou 40, mais des petits groupes de révision, 2, 3, 4 maximum, c'est parfait. Hein? Ça sera bien. D'accord? Ok, madame, merci beaucoup. Alors, parfois, il y a Rabab qui me dit, parfois, le fait de réaliser conceptuel pour chaque cours prend beaucoup de temps. Et on sentait un peu en retard par rapport aux cours magistraux. Vous n'êtes pas obligé, tous les cours ne sont pas faits pour être faits là, sous forme de carte conceptuelle. Ce n'est pas pour tous les cours. Il y a des cours, qui s'adaptent et d'autres non. Vous avez un emploi du temps chargé, ben, vous voyez votre camarade tout à l'heure, il a dit il y a des étudiants qui font de bonnes prises de notes et qui les partagent. Pour les cartes conceptuelles, si vous êtes, je ne sais pas, plusieurs étudiants, ben, vous allez décider, chaque étudiant va faire la carte conceptuelle de ce cours. Voilà. Et puis, vous faites des photocopies, vous les envoyez sur Internet et voilà, et vous partagez le travail. C'est ça le travail collaboratif. Vous n'êtes pas obligé, tout le monde, de travailler, de faire tous les… Bon, il y a des étudiants qui aiment travailler tout seuls, qui font leurs fiches de synthèse et tout ça. Il y a d'autres qui pouvaient constituer des groupes. Bien sûr, bon, maintenant, je crois qu'il y a mais au bout d'un certain moment, vous allez faire des affinités, des amis, etc. Donc, vous pouvez constituer des groupes de travail où vous allez vous entraider. Vous décidez, par exemple, pour tel module, tiens, il se prête bien aux cartes conceptuelles,
Ben, tiens, on va faire un planning. Tel cours, c'est X, c'est Soumeya qui va le faire. Tel cours, c'est Rabab Sef qui va le faire. Ben, le cours, c'est Adnan qui va faire la carte conceptuelle ou la synthèse, etc. Et voilà, vous partagez le travail, vous faites des photocopies, là, vous les envoyez par mail, et voilà, et vous profitez. Tout le monde profite. OK? Ça aussi, c'est une manière de faire. C'est ça le travail collaboratif. Et si vous n'êtes que 4 ou 5 par groupe et que chacun se partage, vous partagez le travail, vous partagez les fiches de synthèse, vous révisez ensemble, pas toujours, une fois par semaine ou tous les 10 jours, surtout quand les examens vont approcher. Ça va vous permettre, vous dites par exemple, tiens, l'examen approche, c'est dans 15 jours qu'on aura l'examen d'anatomie. Ben voilà, on va se réunir une fois par semaine ou là, 2 fois par semaine pour réviser tel cours. Ça va vous obliger à l'apprendre, de le réviser dans le groupe. Si vous n'avez pas compris quelque chose, quelqu'un d'autre va vous... Et c'est très motivant et ça va vous permettre de faire des révisions en groupe. Bien sûr, chacun apprendra tout seul, mais vous vous réunissez pour réviser, compléter vos notes, vous poser des questions les unes les autres, etc. OK? C'est ça le travail collaboratif. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, madame. Oui, je vous écoute. J'ai une question à propos de la méthode de travail qu'on avait vue dans la première partie et dans la deuxième étape, on a dit qu'il faut choisir les stratégies appropriées et convenables. Oui. Est-ce que plus on réunit toutes les stratégies, plus l'apprentissage sera efficace? Ben, c'est le mieux, bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Si vous appelez vraiment, si vous mettez, enfin, quand on dit toutes les stratégies, elles sont très simples. Hein? On les a séparées, mais elles sont très simples. Hein? Si vous faites vraiment, vous réunissez toutes les stratégies, mais bien sûr que vous allez être les apprentissages efficaces, simples, ça va vous faciliter l'existence. D'ailleurs, la plupart des étudiants qui ont mis en place ces stratégies, ils n'ont eu aucun problème. Une fois passé le premier semestre, ils savaient comment travailler, ils ne trouvent plus aucun problème. D'accord? Bien sûr. D'accord, madame. Mais commencez petit à petit. Commencez la première, c'est gérer votre temps. Commencez à faire des plannings. D'accord? Après, comme pour les stratégies cognitives, commencez par travailler soit tout seul, soit en groupe pour faire l'élaboration. Faites des synthèses, des schémas, de mind mapping et tout ça pour les cours. Parce que quand vous les faites, ça, vous perdez un peu de temps. Mais le fait de les faire, c'est que vous avez déjà appris la leçon. Vous avez fait les liens, vous avez compris. Après, pour les révisions, ça va être très, très rapide. Quand quelqu'un fait sa propre fiche de synthèse ou sa carte conceptuelle, c'est vrai que ça prend du temps de le faire. Mais après, pour les révisions, ben, dès qu'on passe un mot, ça y est, on se rappelle tout le cours. Donc, on réduit le contenu à apprendre et on réduit le temps passé à la révision. Et à chaque fois, vous rajoutez une stratégie. Madame Ra, vous décidez quand les examens ou avant que les examens, quand vous terminez un module, la moitié d'un module, faites de la métacognition, faites des contrôles, faites des petits examens entre vous ou toutes seules pour réaliser ce que vous avez bien appris ou non. D'accord? Et pour ce qui est stratégie de la concentration, l'attention, tout ça, bon, ça, vous le savez. Mais ce n'est pas des stratégies particulièrement difficiles. Il y a des choses que vous faites déjà. Donc, il suffit juste de... La plupart des étudiants, on ne leur a pas appris, peut-être au collège ou au lycée, à faire un planning et à le respecter. C'est ça le plus gros défaut de nos étudiants. Ils ne font pas de planning, ils ne travaillent pas régulièrement et ils se font avoir à la fin. Alors, il y a Saad qui a levé la main. Je vous écoute, Saad. Vous avez une question? Madame, oui, je voulais dire d'abord que le travail ou bien l'enseignement à distance peut jamais remplacer l'enseignement présentiel. Oui. Car on se sent vraiment, on n'est pas vraiment motivé et je sens que ma productivité diminue. C'est pas comme si je suis en amphi, l'ambiance avec les collègues, avec le professeur et tout. C'est la même des choses, madame. On peut rencontrer notre famille dans une réunion sur WhatsApp ou quelque chose comme ça, mais c'est pas la même des choses que se réunir sur la table. Oui, mais vous avez raison parce que vous savez pourquoi ça nous paraît difficile? Parce que nous, on a l'habitude, on a pris l'habitude
Bon, c'est toujours avec les gens. C'était dur pour tout le monde, hein, d'ailleurs, le confinement, l'enseignement à distance, parce qu'on n'est pas habitué. Mais les gens qui se sont habitués à, vous allez, enfin, dans tous les pays nord-américains qui se sont habitués à ce type d'enseignement, ils trouvent aberrant d'aller à l'amphi. Ils se retrouvent pour les TP, les TD, pour les révisions en groupe. Ils ont par contre beaucoup d'activités parascolaires ensemble, les étudiants. Même s'il y a beaucoup d'enseignement à distance, ils sont généralement sur le campus, ils font de l'associatif, ils font du sport. Donc, les gens continuent à se côtoyer. Mais je pense que d'abord, au Maroc, en tout cas pour le moment, c'est sûr que le distanciel tout seul n'est pas suffisant. D'accord? D'ailleurs, le distanciel que je fais avec d'autres universités, c'est un distanciel plus on fait des travaux de groupe. Hein, on fait tous les cours théoriques comme ça en visioconférence, mais dès qu'on a fait 3 ou 4 cours, on réunit, on fait des petits groupes, on travaille, on fait des ateliers, etc. Mais chez on ne se voit pas, on se voit. D'accord? Au niveau de la fac publique maintenant, vous avez vu, il y a une partie de cours qui se prête bien. Il vaut mieux avoir, par exemple, ce cours-là à distance, ce n'est pas un problème. Plutôt, mais l'anatomie, par exemple, il y a certains, il vaut mieux les avoir en présentiel. OK? C'est Oui, sûr que ce n'est madame. pas évident. Mais ce n'est pas évident parce qu'on n'est pas habitué. Les gens qui sont habitués à travailler à distance ne veulent plus aller au cours, surtout pour certains cours. Certains cours, vous allez au cours et il y a l'enseignant qui va parler pendant 2 heures et partir. Il n'y a pas d'interaction, il n'y a rien de nouveau et tout ça. Donc, les étudiants s'ennuient. Ils préfèrent rester chez lui et travailler le cours lui-même plutôt que de prendre le bus ou là, de prendre le taxi, la voiture, se déplacer, déjà perdre 1 heure de trajet pour arriver à la fac. Et tu arrives à la fac et tu as un enseignant qui ne va faire que parler pendant 2 heures. Donc, il vaut mieux l'écouter à distance. Oui, tout à fait. Madame, D'accord? juste une question pour ce dernier cours. On sera évalué dans ce dernier cours. Ah oui, tous les cours, bien, sauf bien l'enseignement à distance, je ne pose pas de questions. D'accord. L'enseignement à distance, là. Mais les autres stratégies, oui. Tous D'accord. les autres, oui. Stratégie cognitive, Non, juste métacognitive. pour le cours de l'enseignement à distance. Là, non, ça c'est pour vous. C'était des conseils pour vous, c'est tout. Non, il n'y a pas Tout à fait. il y a pas D'accord. d'examen dessus, non. Il y a D'accord, madame. l'examen sur les stratégies cognitives, métacognitives, de gestion et affective. Et bien sûr, prise de notes, stratégie de lecture, enfin, mais pas le dernier cours, là. Et généralement, c'est des QCM. En tout cas, les gens qui ont pris, on n'a jamais eu hein, sauf ceux qui ne travaillent pas. D'ailleurs, l'année dernière, pratiquement, on a eu du 100% de réussite faite de modules, là, hein, sauf si quelqu'un vraiment n'étudie pas. C'est un petit module de très peu d'heures où c'est facile à comprendre et il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, et Adnan, tu peux prendre la parole, après on va s'arrêter, oui. Madame, Oui. euh, est-ce que pour ce module méthodologie d'apprentissage, un bon résumé nous suffira de le valider? Comment un bon résumé de quoi? Des stratégies, Ben, les résumés, c'est-à-dire, oui, un résumé. Pas les stratégies, mais bien sûr, euh, les... tiens, il y a Ahmed Yahya qui vous a envoyé le lien qui contient les anciens examens et QCM. Vous les avez vus? oui. D'accord, ok. Quelle stratégie? Ben, si vous avez les QCM, ben, il faut non seulement faire des résumés, le polycopier, il est déjà résumé. D'accord? Hmm. Le polycopier, il est déjà résumé. Généralement, on pose des questions, je ne sais pas, c'est des QCM. Si je vous dis, par exemple, c'est des QCM, comme qu'est-ce qui fait partie des stratégies de gestion? Et je vais mettre, par exemple, le stress et la motivation. Alors, c'est vrai ou c'est faux? Le stress et la motivation? Ouais. Non. Est-ce qu'ils font partie des stratégies de gestion? Non, Non, ils font partie des stratégies affectives. exactement. Voilà, ben, c'est des trucs comme ça qu'on pose. Hein, ou les connaissances déclaratives, par exemple. Comment on apprend les connaissances déclaratives? D'accord?
On ne les apprend pas par la compilation. La compilation, on l'apprend pour les connaissances procédurales. C'est des choses très simples. C'est pas C'est très du compliqué. QCM, madame. C'est des QCM, tous c'est des QCM. Combien de D'accord. questions, généralement? Les QCM, normalement, c'est 10 à 20 questions. Donc, pratiquement, je donne de 10 à 20 questions pour une demi-heure. Et il y a professeur Adnaoui qui donne aussi des questions sur une demi-heure. 1 heure d'examen pour les 2 modules. Voilà. C'est Merci, bon? madame. Merci, madame. Alors, donc, le dernier chapitre sur l'enseignement à distance n'est pas inclus dans l'examen. Toutes les autres stratégies, oui. Ah oui, les stratégies cognitives, bien sûr. Les stratégies cognitives, métacognitives, bien sûr. Hein, il faut connaître les quatre groupes. C'est quoi la prise de conscience de ses capacités intellectuelles? Qu'est-ce qu'on fait avant l'apprentissage? Généralement, c'est la planification. D'accord? On fixe les objectifs, etc. Qu'est-ce qu'on fait pendant l'apprentissage? Ben, on fait des exercices, on se contrôle. Et qu'est-ce qu'on fait après l'apprentissage? Ben, généralement, qu'est-ce qu'on fait? On régule ses stratégies. Ben, c'est pas difficile. Il suffit de les relire, c'est pas difficile. Gestion du temps, vous savez ce que c'est, gestion de l'environnement, les ressources matérielles, ressources humaines. Mais c'est clair, c'est pas très compliqué. OK. Très bien. Ben, donc, j'ai terminé. Donc, bon courage et Madame, puis à très bientôt. madame, Allez. N'oubliez pas de prendre le lien où il y a les liens où il y a les QCM et tout ça. Oui. Ah, mais elle n'est pas enregistrée. Sur YouTube, non, s'il te plaît, non. Madame, elle sera privée juste pour pour la promo. D'accord. Alors, pour la promo, après, vous la supprimez. D'accord? Oui, après chaque semestre, on supprime tous les vidéos. Ça, il n'y a pas de problème. Si vous l'avez enregistrée, vous resterez la promo de la clique, vous ne la diffusez pas. Oui, D'accord? madame. Les gens qui ont le lien qui peuvent accéder. Et ouais, ça, Et le parce que, compte vous UM5. voyez, moi, quand je parle à des étudiants, je parle d'enseignants qui ne font que parler, tout ça, je n'ai pas envie d'avoir de problème. OK? D'accord, madame. D'accord, OK. madame. Allez, bon courage. Au revoir, madame. Merci beaucoup. Au revoir.